cadre de la lutte contre le changement climatique, l'ONG Action pour l'environnement et le développement durable a mis en place un programme de renforcement de capacité pour les étudiants. Et puis le réseau IMET des coachs africains formalise leur réseau au cours d'une assemblée générale constitutive dans le cadre de la gestion des aires protégées. Nous nous intéresserons également à la filière anacarde à Boaké, les acheteurs engagés à relever les défis de la commercialisation et de la transformation. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'ONG Action pour l'environnement et le développement durable a initié un programme de renforcement de capacité pour les étudiants. Ce programme consiste à apporter des solutions innovantes dans la préservation de l'environnement et dans la lutte contre le changement climatique. C'est un reportage signé Philippe Zabo et Augustin Kra. L'ONG Action pour l'innovation et le développement durable a lancé son programme d'activité. Ce programme consacré majoritairement aux étudiants consiste à recruter des étudiants volontaires engagés dans la lutte contre le changement climatique, faire d'eux des bio-ambassadeurs et les mettre en mission de sensibilisation, de formation et d'action communautaire vers d'autres personnes pour prêcher le message du développement durable et de la protection de l'environnement. Le programme consiste donc à former des étudiants, c'est-à-dire par des renforcements des capacités, et ensuite les impliquer dans le processus de la lutte contre le changement climatique à travers des initiatives de projets que nous allons mener ensemble. Nous allons ensemble parcourir les villages, sensibiliser nos parents, et ensuite nous allons également aller dans les écoles, parler de changement climatique à nos petits frères. Et pour terminer, nous allons ensuite utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser, et nous visons atteindre plus de 1000 personnes pour cette première phase que nous lançons. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a pris part à la cérémonie se dit prêt à accompagner ce programme. Donc c'est une ONG responsable et à ce titre, nous sommes là pour les accompagner. Et au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, nous ne pouvons que les accompagner dans leurs activités et surtout dans la mise en œuvre de leur programme national, programme universitaire de lutte contre le changement climatique. Les bio-ambassadeurs distingués lors de la cérémonie nous livrent leur stratégie pour atteindre leur mission. Bon, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des artistes comédiens et on va, à travers nos différentes vidéos que nous faisons sur les réseaux sociaux, essayer de parler, de sensibiliser la population, puisque c'est sur les réseaux sociaux que nous on impacte plus, et puis apporter des idées, amener les gens à avoir un comportement bien face à l'environnement. Les déchets comme ça constituent un danger pour notre environnement, parce que lors de leur dégradation, ils produisent des molécules qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, là, c'est eux, par exemple, qui contribuent à la destruction de notre environnement. Donc, pour lutter contre ça, ces déchets-là, par exemple, on peut les traiter. L'ONG Action pour l'innovation et le développement durable est née en 2020. Elle intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire, l'éducation, la lutte contre le changement climatique, le développement durable et la protection de l'environnement. Intéressons-nous à la gestion des aires protégées dans ce journal. Les coachs du réseau IMET venus de l'Afrique de l'Ouest et centrale ont décidé de formaliser leur réseau ce lundi 6 décembre 2021 à Abidjan au cours d'une assemblée générale constitutive. Financée par l'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, cette rencontre a enregistré de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre ce reportage de Patrick Crou. Tima Traoré est commenté par Konena Nourgo. Dans le but de fédérer leurs connaissances autour de l'outil intégré d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées IMET, existant depuis 2014, des coachs d'Afrique de l'Ouest et centrale se sont réunis en assemblée générale consécutive ce lundi 6 décembre à Abidjan. Ces 26 défenseurs africains des parcs réserves et forêts classées ont décidé de porter sur fonds baptismaux le tout nouveau réseau africain des coachs IMET. Ils ont ainsi fait doublement honneur à la Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que ce réseau naissant a décidé de choisir la Côte d'Ivoire comme pays siège
Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que mes pairs venus de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, donc ont bien voulu me porter à la tête de cette organisation. Selon Tania Merceron, le choix de la Côte d'Ivoire n'a pas été de rencontrer l'assentiment de ce réseau africain de coachs IMET. Appuyé par le programme Biopama, ce réseau né lançant ses premiers vagissements sur le bord de la lagune Épris est financé par l'Union européenne et des États de l'Afrique caraïbe et Pacifique et est mis en œuvre par la conjonction de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du Centre commun de recherche de la Commission européenne. Il y a un peu plus d'un mois, les coachs ont voté en ligne pour identifier le siège de ce réseau et la Côte d'Ivoire a été retenue avec la majorité des votes. Donc comme nous avons aujourd'hui et demain notre première assemblée générale constitutive, et c'est pour la raison qu'il est naturel que nous ayons cette réunion-là dans le pays qui nous a accueillis comme siège. Venu de la Sierra Leone, Yata Kamara s'est réjoui de la création du réseau des coachs IMET, de renforcer les actions en faveur de la protection de la biodiversité en Afrique. Je suis présente en Côte d'Ivoire comme coach pour formaliser la naissance du réseau IMET, qui est une bonne opportunité pour nous. De ce que j'ai compris en combinant le réseau IMET et la formation sur le renforcement des capacités des coachs à l'analyse des données pour la gestion des aires protégées, en intégrant ces deux moyens d'action de l'outil intégré d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées et de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au terme de ces assises d'Abidjan du 6 au 10 décembre, les participants entendent mettre en place les instances dirigeantes du réseau africain IMET. Le réseau Amazon, réseau de marketing relationnel, était en déjeuner d'affaires le week-end dernier dans la commune du Plateau. Il s'agissait pour la présidente de valoriser les membres méritants. Une occasion également pour le réseau de rappeler l'importance du marketing de réseau utilisé par Forever Living Product. Konena Nourgo et Ezekiel Siri. Réjouissance et reconnaissance autour d'un repas. C'est tout l'intérêt de ce déjeuner d'affaires organisé ce jour au plateau par le réseau Amazon International, un réseau d'experts en développement personnel présidé par Mélanie Amaouzo. C'est notre habitude d'organiser des déjeuners d'affaires. Au cours de ces déjeuners, nous reconnaissons les plus méritants, ceux qui ont eu à faire des efforts dans le réseau Amazon. Et aujourd'hui, spécialement comme on est en décembre, on a déjà commencé les fêtes de fin d'année. Et c'était une grande fête, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et on a profité pour décorer nos membres. Voyez-vous, la reconnaissance est très importante. Autrefois mariée de force à son oncle, cette dame était réduite au rang de femme de ménage. Aujourd'hui, elle est devenue femme d'affaires respectée grâce à Forever Living Product, une entreprise américaine utilisant le marketing de réseau pour vendre ses produits d'aloès dans le monde entier. Des produits qui règlent tout problème de santé selon les témoignages. Ce déjeuner d'affaires a permis au coach Zorome Mamadou de revenir sur l'importance du marketing de réseau. Les gouvernants que la population, lorsque vous parlez de marketing de réseau, voient une arnaque. Alors qu'il s'agit d'une science. Marketing qui veut dire commerce, en réseau, c'est-à-dire en dupliquant, en multipliant les ventes. Et je prie Dieu pour que les autorités de Côte d'Ivoire et d'Afrique comprennent qu'il s'agit de quelque chose, une science qu'il va falloir enseigner dans les universités. Ce type de marketing utilisé par Forever est honnête et légal selon un responsable du réseau. Je connais Forever il y a plus de 15 ans, mais je n'avais jamais pensé un seul instant que c'était une mine d'or, que c'était une banque dormante. Il suffisait d'y entrer pour ressortir avec ce qu'il fallait. En tant qu'homme de loi, je dirais que le marketing des réseaux, ce n'est pas une activité illégale. Ce qui est illégal, c'est les systèmes qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Ça, c'est illégal. Mais le marketing des réseaux, c'est tout simplement une manière de vendre de bouche à oreille. Le réseau Amazon, c'est avant tout le social. Avant de se séparer, Mélanie Amaouzo et ses collaborateurs se sont donné rendez-vous le 8 décembre à l'Institut des aveugles pour une remise de dons.
5 millions de francs CFA, c'est la somme que le Rotary Club Abidjan Golf a déboursée pour accompagner 25 élèves de lycées et collèges d'Abidjan. La remise de la première tranche, soit 2 500 000 francs CFA, s'est tenue récemment dans la commune de Cocody. Instituée en 1996, date de la création du club, c'est une bourse en raison de 200 000 francs CFA par élève destinée aux enfants brillants, issus de familles à revenus modestes, afin de leur permettre de poursuivre sereinement leurs études. Issa Badini et Doumbia Ayouba. Cela fait 25 ans que ça dure. La bourse du Rotary Club Abidjan Golf aux enfants à famille aux revenus modestes. Et ce n'est pas demain la veille. C'est samedi 4 décembre, lors de cette réunion statutaire, ce sont 25 lycéens et collégiens qui ont encore bénéficié des largesses des Rotariens d'Abidjan Golf. Tour à tour, chacun est passé prendre son enveloppe contenant la somme de 100 000 francs CFA, représentant la moitié de la bourse, soit 2 500 000 francs CFA au total. Chaque année, nous octroyons 25 bourses de 200 000 francs aux élèves. Donc c'est des élèves qui sont vraiment brillants, mais qui, du fait qu'ils sont dans un milieu défavorisé, ça peut les pénaliser. Donc on les aide avec une contribution financière de 200 000 pour les aider à aller à l'école, à acheter leurs cahiers, à acheter leurs livres. Et ça aide vraiment beaucoup les parents. Il faut être brillant et issu d'une famille défavorisée, a dit le président du Rotary Club d'Abidjan pour en bénéficier. Une condition que mademoiselle Konkobo remplit parfaitement. Élève au lycée moderne de Trècheville, elle affiche au compteur 16 de moyenne en seconde C. Et je tiens à remercier le Rotary Club qui participe qui nous soutiennent beaucoup dans les études. Je tiens beaucoup à les remercier. Grâce à leur aide, ils nous donnent de la joie. Parmi les 25 boursiers brillants, des pensionnaires de l'Institut national pour la promotion des aveugles de Yopougon. Il faut dire que je suis honoré et comme les parents l'ont si bien dit, ça doit nous pousser à aller encore plus, de faire encore plus d'efforts pour amener des moyens encore plus élevés. La deuxième et dernière tranche de l'année académique, soit 2 500 000 francs CFA, leur sera donnée courant février 2022. Il faut noter que certains parmi eux sont pris en charge depuis l'école primaire. S'il y a un geste qui prend le contre-pied parfait de ce dicton qui dit que l'aumône, ça fait un saint de plus et non un pauvre de moins, c'est bien ces bourses du Rotary Club Abidjan Golf à l'endroit de ces enfants défavorisés qui, grâce à l'éducation, changeront certainement de statut sous paix. 11 parmi eux ont d'ailleurs obtenu leur baccalauréat cette année. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Dans cette même veine, le Bureau pays de l'OIT, entendez Organisation internationale du travail, a initié un atelier de prévalidation des études sur la violence et le harcèlement au travail. Ces études visent à comprendre et contextualiser ces phénomènes en vue d'y mettre fin. Ils sont du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, de l'Organisation internationale du travail, de l'ONU Femmes, des organisations patronales, des syndicats des travailleurs. Ces hommes et ces femmes ont été conviés à un atelier de prévalidation des études sur la violence et le harcèlement au travail. Il sera question d'explorer les normes sociales en Côte d'Ivoire, les stéréotypes, les dynamiques de pouvoir et leurs relations autour de la violence et du harcèlement au travail. Et c'est une réalité à laquelle nous faisons face malheureusement en Côte d'Ivoire, que le taux de violence basée sur le genre a augmenté, notamment dans le contexte de la Covid. Nous avons vu des taux de violence très très élevés. Nous faisons ce travail en collaboration avec le système des Nations Unies, puisque le PNUD est impliqué, le BIT est impliqué. Et dans le cadre des engagements du système des Nations Unies, le secrétaire général a mis en place un compact qui donne des lignes directrices aux entrepreneurs, au secteur privé en particulier, pour s'engager fermement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ONU Femmes a été à l'origine également de ces 7 principes qui ont été mis en place dans le monde du travail pour lutter contre le harcèlement.
Cet atelier de prévalidation des études sur la violence et le harcèlement au travail vise également à une connaissance des écarts entre la Convention et la législation nationale. Tout ceci pour lutter efficacement contre ces deux fléaux dans le monde du travail et y mettre fin totalement. Bon, on est d'accord que les violences, y compris le harcèlement, sont des pratiques néfastes. Alors, pour combattre efficacement ces pratiques néfastes, il faut passer par, n'est-ce pas, ces instruments-là. Peut-être que le commun des mortels peut trouver ce cadre-là quelque peu dur, mais il n'est pas dur. C'est le remède qu'il faut pour traiter efficacement, n'est-ce pas, cette autre pratique néfaste qui est désormais en émergence. Donc ce que l'on sait, c'est que la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est un fléau qui touche énormément de travailleuses et de travailleurs, et les chiffres émergent à travers l'inspection du travail, à travers des dispositifs de dénonciation. Les études qui seront discutées ici sur la situation en Côte d'Ivoire permettent d'avoir une vue d'ensemble de la situation, mais c'est seulement la partie immergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas relatées encore dans ces chiffres, mais ce que l'on sait, c'est que c'est un problème majeur du monde du travail. Et justement, cet atelier vise justement à transformer le monde du travail pour le débarrasser de ces formes de violence et de harcèlement qui touchent notamment les femmes, qui sont vraiment un groupe vulnérable. À l'issue de cet atelier, une feuille de route devrait être élaborée pour engager des actions promotionnelles en vue de la ratification de la Convention 190. Celle-ci appelle les États à adopter une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, visant à prévenir et éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. C'était un reportage signé Mireille Abalé et Richard Akeke. La 3e édition de la journée de l'acheteur de l'Anacard s'est tenue le week-end dernier au marché de Gros à Boaké. Un événement majeur de la FENACASI, entendez, Fédération nationale des acheteurs et coopératives de l'Anacard de Côte d'Ivoire, permettant ainsi aux acteurs de la filière de valoriser la noix de cajou dont le pays en est le premier producteur. Pour cette édition, l'accent a été mis sur la commercialisation et la transformation, un objectif visé par le directeur général du Conseil Coton Anacard qui a été célébré à cette occasion par la FENACASI. Premier producteur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire ambitionne de porter la transformation locale d'Anacard à 52% d'ici 2023 contre 10% à ce jour. Une ambition à laquelle veut contribuer activement les acheteurs d'Anacard qui ont placé cette année la journée qui leur est dédiée à réfléchir sur la commercialisation et surtout sur la transformation de ce précieux produit pour leur pays. À juste titre, le terme de la 3e édition de l'événement à l'initiative de la FENACASI était l'acheteur d'Anacard face au défi de la commercialisation et de la transformation. Pour toutefois relever les défis, les acheteurs sollicitent l'appui de l'organe régulateur de la filière, le Conseil du coton et de l'Anacard, pour surmonter certaines difficultés dans l'exercice de leurs activités. Malgré les résultats éloquents obtenus depuis votre événement à la tête du CCA, nous les acheteurs restent confrontés à quelques difficultés qui sont notamment la réfraction de 8 kg sacs détirés au magasin porteur, l'analyse des cargaisons au magasin porteur. Nous souhaitons l'augmentation du nombre des acheteurs formés à l'analyse qualité. La taxation inadaptée de la filière. Les impôts nous taxent sur le chiffre d'affaires. Pendant que notre marge n'est que différente, quel que soit le prix de la noix de cajou. Malgré quelques points de difficulté, les acheteurs se disent engagés dans ce combat de l'atteinte de la transformation locale de la noix de cajou. Face à cette détermination, la FENACASI peut compter sur le soutien majeur du Conseil du coton et de l'Anacard, dont le directeur général Adama Koulibaly recommande aux acheteurs de repenser le cœur de leur métier et s'orienter vers la transformation qui reste un objectif majeur dans la chaîne de valeur de la filière. L'ambition, c'est 2025, au moins 50%, ça fait 500 000 tonnes.
Si on enlève 500 000 tonnes de vos mains, vous allez vous bagarrer sur le reste. Mais le reste, là, ça ne va pas vous donner à manger suffisamment. Oh, moi, je veux que vous mangez bien. Donc, il faut déjà engager ce que j'appelle la migration. Pendant que vous êtes en train d'acheter et de commercialiser, songez à la transformation. À travers cette journée, la FENACACI a montré son engagement à valoriser l'acheteur d'Anacad, mais surtout rendre un vibrant hommage au directeur général Adama Coulibaly du Conseil du coton et de l'Anacad pour ses actions de structuration et de développement de la filière pour le bonheur de tous les acteurs. Le stade Léon Robert de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a abrité récemment la cérémonie d'installation officielle du ministre-gouverneur du district des montagnes, des régions du Cavali, du Guémon et du Tongpi. L'événement a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de toutes les couches sociales du district. Témoin de cette cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi en était le parrain. Théodore Kanga. Difficile de donner un chiffre exact, mais le stade de plus de 20 000 places affichait complet aussi bien sur la pelouse que dans les tribunes. Les témoins oculaires de l'événement, le premier du genre, sont venus de toutes les contrées qui composent le district des montagnes. Cette investiture marque le démarrage des missions assignées au ministre-gouverneur qui dit mesurer l'ampleur de sa tâche qu'il s'évertuera à accomplir pour le bien-être des populations. Depuis l'indescriptible bâtisseur, feu le président Houphouët-Boigny, est-ce qu'on a eu encore de plus grand du cabaret de Alassane Ouattara? Non. Dans son élan de travailleur infatigable et soucieux d'un bien-être durable des populations, il vient de réfléchir à comment rapprocher les foyers dans les plus profonds émois aires géographiques de la Côte d'Ivoire et de façon visible les fruits du développement. Au bout de cette réflexion, il a donc décidé de mettre en place et d'élargir à l'ensemble de la Côte d'Ivoire ce qu'est le district pour, comme lui-même l'a dit, renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, porter le développement et le progrès social dans des aires géographiques beaucoup plus étendues. Dr Albert Flendé ne sera pas seul dans l'accomplissement de ses prérogatives. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole des ressortissants du district des montagnes, le général de corps d'armée, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, qui a demandé aux uns et aux autres de faire bloc autour du ministre-gouverneur pour impulser le développement dans sa circonscription administrative. Soutenir en notre nom l'institution et l'investiture du ministre-gouverneur, le premier du district des montagnes, et lui témoigner notre accompagnement dans toutes les actions qu'il aura à poser pour le compte du district des montagnes et dans le cadre de sa mission. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a souligné lors de sa prise de parole que le choix du docteur Albert Flendé n'est pas fortuit, car le président de la République, Alassane Ouattara, sait sur qui compter pour concrétiser sa marque de développement sur le terrain. Le district des montagnes regroupe 3 régions, le Cavali, le Guémon et le Tongpi, 13 départements, 17 communes, 73 sous-préfectures, le tout pour une population de 2 371 000 âmes. Intéressons-nous à une page sportive à présent. Dans cette édition, le week-end dernier à Ndoussi s'est tenu l'Open du Sagbali marquant la fin de saison de cette discipline. Le Sagbali est un sport de lutte né en Côte d'Ivoire et l'Open du Sagbali désigne le vainqueur individuel de la saison. Fait marquant, la compétition a vu la participation pour la première fois des athlètes de Ndoussi. Philippe Zabo et Richard Akeke y ont pris part. C'est au son du tam-tam parler de Broubrou que l'Open du Sabali a débuté. Après 3 combats chez les femmes et 17 chez les hommes ont été déclarés vainqueurs. Tapérésina chez les dames et Daoudaki chez les hommes. On se regarde, mesdames et messieurs,
On a les stratégies. Le corps à corps est lancé. Bon, ça n'a pas été facile, c'était beaucoup difficile. Mais j'ai pu tenir bon. Et avec la force aussi, j'ai mis, ça a marché. Je crois que ça a marché. Ah, c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que ça a été difficile. Et la finale surtout. Et remercie tous mes gars. Le sabali est un sport typiquement ivoirien. Il consiste à saisir son adversaire et à le terrasser. Les coups de poing ne sont pas permis. Au sabali, les hommes sont appelés sabasseurs, les femmes sabasseuses et les rounds des biens. Les promoteurs du sabali nous expliquent ici son origine. Et le sagbali, c'est un sport traditionnel de chez nous, c'est un sport de combat. Le mot sagbali est un mot noussi dans notre jargon qui signifie littéralement saisir son adversaire et le terrasser sans toutefois l'agresser. Les autorités de Ndoussi qui découvrent cette lutte à la sauce ivoirienne en sont ravis. Ça me rappelle un peu, nous quand on était petits, on faisait la lutte aussi, mais c'est traditionnel. Moi j'ai eu beaucoup à perdre face à mes adversaires, mais ça c'est traditionnel. Voilà que cette lutte actuellement organisée, c'est une bonne chose. Et pour nous, en décidant donc d'associer notre image à cette compétition du Sagbali Sport, c'est pour nous une manière de dire à tous nos frères que quand on a du muscle, ce n'est pas toujours pour faire des palabres qui souvent peuvent nous conduire à des situations qui ne nous honorent pas. Mais on peut mettre donc ces muscles-là à profit. L'Open de Sabali, qui met fin à la saison 2021, a été une réussite totale en termes de public. Rendez-vous est pris en février 2022 pour la nouvelle saison. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain, même heure sur le même canal.